à deux. Hello， 大家好，欢迎收看 Bonjour Kevin， 我是 Kevin。现在时间是2021年的8月9号。今天呢，要带大家参观法国一个东北部的一个小镇，叫科尔玛。科尔玛当地的木材建筑及它的水城景观非常的有名，所以科尔玛有另外一个美名之称，叫做小威尼斯。那我们话不多说，就直接走吧 ，Go！Sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. 我们等一下4点20分的时候，要搭乘这个小船游科尔玛的4周。那毕竟科尔玛它有一个小威尼斯之称，所以其实还蛮期待。虽然疫情期间没有办法去威尼斯，但没有关系，就搭乘小船过瘾吧。Bonjour。A few moments later. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Martin et je serai votre guide et votre batelier. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Et si vous voulez me faire un petit compliment, une petite remarque gentille, n'hésitez pas non plus. Juste les remarques négatives que je prends très mal. Restez. Si vous voulez, après, si vous voulez rester à bord du bateau. Du coup, on navigue actuellement sur la rivière qui s'appelle la Laure. Alors, Laure en alsacien, ça veut dire poireau. Et ça viendrait d'une légende qui voudrait qu'un homme avait trop chargé sa barque en poireaux et que la barque aurait coulé dans la rivière. Ce qui aurait donné cette couleur verte à l'eau, ou marron. J'en aurais peut-être pas mangé de ces poireaux. Et du coup, cette légende, elle s'inspire de la réalité, comme beaucoup de légendes. Parce qu'à partir du Moyen-Âge, les maraîchers utilisaient des barques à fond plat comme celle-ci, avec de longues perches. Pour transporter les fruits et légumes qu'ils produisaient. Oui, ils ramenaient toute leur production dans le centre-ville, là où ils les vendaient. C'était des barques qui étaient graduées sur le côté. Ça, plus la barque s'enfonçait, plus on payait d'impôts. C'était sur le poids en fait. Et alors, là on rentre dans le nouveau Colmar, c'est le quartier des millionnaires. Et c'est un quartier qui a été construit pendant la période allemande de Colmar, qui a duré de 1871 à 1918. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte historique, 1871 c'est la chute du Second Empire en France, la Commune de Paris, et 1918 c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Sur le côté droit on peut voir une maison dans le style Jugendstil, c'est notre art nouveau mais version allemande, allemand. Version germanique on va dire. Les plus belles maisons ici peuvent monter jusqu'à 2 voire 3 millions d'euros. Du coup si vous comptez investir, n'oubliez pas les 5% du batelier. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes arrivé à Colmar, mais peut-être que vous avez déjà remarqué sur le sol des petits triangles de couleur jaune avec une statue de la liberté gravée dedans. Oui. Et alors c'est un circuit qu'on peut faire dans le centre-ville où on peut voir des maisons, des places, des choses intéressantes à voir à Colmar. Alors la statue de la liberté, c'est une référence à notre sculpteur alsacien Auguste Bartholdi. Oui. Du coup, il est d'origine colmarienne, il est né ici. D'ailleurs le musée Bartholdi, c'est sa maison natale. Ah, d'accord. Et du coup c'est cet homme qui est à l'origine de la statue de la liberté, qui est un cadeau des Français aux Américains. Alors il a fait d'autres choses en France, il a fait par exemple le Lion de Belfort ou la fontaine Bartholdi à Lyon. Et je crois qu'il est aussi à l'origine d'un petit vigneron sur la Maison des Têtes. Peut-être des gens sont déjà passés devant, vous avez peut-être remarqué un petit vigneron. Tous ces deux sont faits. Ouais. Et alors on a aussi notre propre statue de la liberté qui lui fait encore une fois référence. Vous l'avez peut-être vu en arrivant? Voilà. Oui. Tu l'as vu? Oui. Super. Elle est belle? Oui. Parfait. Du coup, elle fait 12 mètres de haut, elle se trouve sur un rond-point et elle accueille les passagers qui arrivent depuis Strasbourg. C'est
12 mètres de haut, c'est une légère différence de 80 mètres avec l'original. Du coup, c'est à peine visible quoi à l'œil nu. Et du coup, je crois que c'est pour l'original, en tout cas, c'était les ateliers Eiffel qui ont fabriqué les différentes pièces. Voilà, c'était vraiment les figures les plus marquantes au niveau de la sculpture à cette époque. Alors bon, à part les enfants, je pense que tout le monde a à peu près pied dans la rivière. On est à peu près à 1,50 m de profondeur. Ah oui, c'est pas. Ouais. Ou alors sur la pointe des pieds, mais voilà, vous aurez toujours les narines en dehors. Je veux blesser personne. Pourquoi si vous ne mettez pas dessus bord? Ah non, j'ai pas prévu ça tout de suite. Pas du tout en fait. Après, on peut s'arranger. Si vous achetez mon silence. Merci, non, merci. Et alors, sur le côté gauche, on peut voir un bras mort de la Laure. Alors, ce bras mort, c'est en fait les dernières traces des douves qui entouraient Colmar au Moyen-Âge. Tous les douves, ce sont ces rivières qui entouraient les châteaux forts et les villes fortifiées. Alors maintenant, on n'a quasiment plus de remparts à Colmar. Ils ont été détruits dans la plus grande partie par les Français à leur arrivée. C'était en 1673. Voilà, c'est quand même assez ancien. Et maintenant, c'est ce pont qui démarque les limites de l'ancien Colmar. C'est le pont de Saint-Pierre. Ah. Et on peut voir sur la plus haute pierre la date de sa construction. Exactement, 1874. Du coup, c'est la période allemande de l'Alsace. D'accord. Et du coup, juste après le pont, on pourra voir sur le côté gauche une tour de couleur jaune. Et c'est dans cette tour que vivait le bourreau de Colmar. Vous verrez ça juste après le pont. Exactement, c'est dans cette tour. Et du coup, maintenant, la tradition s'est un peu perpétuée parce que c'est un contrôleur d'impôts. Alors, non, attends, comment on appelle ça, pardon? Proviseur de lycée, pardon. Alors, chacun garde les souvenirs qu'il veut. J'espère que j'ai blessé aucun proviseur sur le bateau. Et, pas loin. Oups. Et du coup, sur le côté droit, on peut voir sur la maison de couleur jaune vraiment les dernières traces des remparts, vraiment au niveau de la pancarte. D'accord. On peut voir que la tour était à l'extérieur des remparts. Et sur le côté gauche, tout de suite après la terrasse, on peut voir un trou dans le mur. Vraiment tout de suite à gauche, c'est ce qu'on appelle une bouche à feu. Et c'est par là qu'on sortait le canon pour tirer sur des ennemis qui arriveraient par la rivière. Ah. Ça, c'était juste là à gauche, mais on repassera de toute façon en revenant. D'accord. Et alors là, on rentre dans le quartier de la Petite Venise. Du coup, c'est une référence à ces maraîchers qui utilisaient des barques à fond plat, de longues perches. Et c'est le nouveau nom d'un quartier qui s'appelait à l'origine le quartier de la Cruteno. Du coup, Cruteno en alsacien, ça veut dire le champ de choux. Vous comprenez que c'est quand même un peu moins vendeur et qu'il y a quand même beaucoup de légumes. Hein. Il écoute de la musique là-dessus. Ouais. Et alors, sur le côté droit, tout de suite, on pourra voir deux terrasses couvertes. Alors, ces terrasses couvertes, ce sont deux anciens lavoirs. C'est là où on lavait le linge, enfin, deux lavoirs privés. Du coup, c'était de riches propriétaires qui faisaient laver leur linge par des lavandières. Du coup, c'est quand même quelque chose qui a été utilisé jusqu'à assez récemment, parce que on l'a utilisé, je crois, la dernière fois, c'était en 1965. Oui. Et sur le côté gauche, tout de suite, on peut voir un bâtiment de couleur jaune et verte. Alors, ce bâtiment, c'est l'hôtel Le Maréchal et c'est l'un des plus vieux de Colmar. Il date de 1565. D'accord. Et alors, sur le même côté que l'hôtel Le Maréchal, on verra juste après le buisson une maison de couleur bleue. Et alors, sur cette maison, je vous raconte un peu ce qu'on peut voir sur la façade pour pouvoir continuer mes explications, mais vous le verrez juste après le buisson. Du coup, vous pourrez voir qu'il y a une tour construite sur la maison dont la base ne touche pas le sol, elle s'arrête juste avant.
Et vous pourrez voir aussi que le rez-de-chaussée est plus étroit que le reste de la maison. D'accord. Exactement. C'était les impôts sur l'emprise au sol de la maison. Du coup là on a un exemple typique d'évasion fiscale du Moyen-Âge. Et alors, le prochain pont, c'est le pont de Turenne. Du coup, Turenne, c'est un maréchal de Louis XIV. Oui, le départ. Juste là, vous reprenez la rue et vous remontez, c'est là-bas. Exactement, c'est là-bas. Voilà. Waouh. Du coup, oui, je vous disais Turenne, comme l'hôtel de maréchal, c'est une référence au maréchal de Turenne. Donc, qui est un homme de Louis XIV et qui va faire de l'Alsace une région française. Et sur le côté droit, on peut voir 2 bars coulés. C'est les bars qu'on a coulés à la concurrence. D'ailleurs, ils cherchent du personnel en ce moment. Je ne vais pas vous dire non plus vendre la mèche d'où sont les bateliers. Chaque entreprise a quand même ses petits secrets. Mais passons. Alors, sur le côté droit, juste devant la terrasse du restaurant, là où les gens attendent, on a une descente pavée. Alors, cette descente pavée, c'est la place de la Trinka. Trinka, ça vient de l'allemand, du verbe allemand trinken, qui est le verbe boire. Et c'est là, en fait, où les animaux venaient boire avant d'être vendus au marché. Ah. Boire avant d'être vendus au marché. En fait, ils étaient vendus par rapport à leur poids. Du coup, plus on les faisait boire, plus on les vendait cher. Et alors, on a peut-être des amateurs de vin à bord. Vous n'êtes pas obligé de vous dénoncer ou de dénoncer les autres. Hein, et du coup, vous avez peut-être remarqué en Alsace des vins qui s'appelaient Cuvée Léon Neuf, Grand Cru Léon Neuf, et qui reprenaient sur leur étiquette les armoiries qu'on peut voir sur le côté droit, juste là. Alors, les armoiries qu'on voit à droite, ce sont des armoiries qui sont dites papales. Du coup, ces vins sont une référence à notre pape alsacien, Léon IX, qui est du coup un pape du XIe siècle et qui est né à Egisheim, un petit village dans les environs de Colmar. Si vous avez le temps de le visiter, c'est vraiment un village très mignon. Bonjour. Alors attention quand même, hein, sécurité par les pigeons et chaussons. Et du coup, vous pourrez voir là-bas des statues de ce Léon IX pour voir, enfin qui approuvera mes propos. D'accord. Comme quoi, je dis pas du pipeau. Et sur le côté droit, on le verra un peu plus loin, une pancarte qui rappelle l'emplacement, enfin, qui rappelle pas, qui indique l'emplacement de l'hôtel Le Colombier. Bon, on le voit pas très bien du fait de la nature, et c'est une référence aux origines de Colmar. Pendant l'Antiquité, était un colombier. C'est d'ailleurs, je continue juste après la prochaine barque. C'est d'ailleurs le nom latin Columbarium qui donnera son nom à Colmar. C'est le nom du colombier en latin. Alors là, on va arriver sur le quai de la Poissonnerie. C'est l'ancien marché aux poissons de Colmar et c'est aussi l'une des places les plus connues. Je pense que si vous avez fait quelques recherches avant de venir à Colmar, vous êtes très certainement tombé sur des photos de cette place. Et du coup, en général, on les voit assez bien sur le côté droit au niveau des dalles. On a encore des poissons dans la rivière. Oui. Pour la plupart, ce sont des chevennes. C'est les poissons avec les nageoires oranges. Du coup, c'est la même famille que la carpe et ça a donc les mêmes qualités gustatives. C'est-à-dire aucune. C'est en fait plein d'arêtes et c'est un goût assez vaseux. Oui. Du coup, on ne les pêche pas pour les manger, mais ils mangent les larves de moustiques. Du coup, on garde quand même une bonne relation. Et il faut savoir, à l'époque, avant qu'on ait une écluse sur la rivière, on avait des poissons migrateurs qui pouvaient remonter le cours. Du coup, on avait des saumons, des truites, des anguilles. C'était plutôt ce genre de poissons qu'on vendait à l'époque. On l'a déjà mangé, hein? Non, il les a fait avant qu'il y ait l'écluse. Ah oui. Il y avait des saumons, tout ça. Maintenant, il n'y a plus. Et alors, les enfants, le prochain pont, il est assez bas, du coup, il faudra s'allonger sur l'avant du bateau. Et pour les autres passagers, il faudra juste baisser la tête sous le prochain pont. D'accord. Oui, on passe vraiment, c'est pas une blague. Ça se voit déjà que là, on passe pas. Non, ça se voit qu'on passe déjà.
quand je vous parlais d'un pont, d'un endroit où perdre quelqu'un, c'est vraiment ici. Il faudra acheter le silence. Waouh. Pour se débarrasser. Chez moi, c'est 1m66, donc Oui, bon, bah alors ça baisse va. comme les... Et baisse. Ok, d'accord. Waouh. Oh là là, il y a un truc, Oh la vache. Ah oui, quand même. C'est frais là. Oh wow. Et du coup, sur le côté gauche, on peut voir le marché couvert de Colmar. Oui. Du coup, c'est l'un des derniers bâtiments faits par les Français à la fin du 19e siècle. Il date de 1865, c'est 6 ans avant l'annexion allemande. Ok. C'est le dernier bâtiment français et les Allemands apporteront leur lot de bâtiments comme la gare de Colmar, le château d'eau dans les environs de cette gare et aussi certains bâtiments administratifs. Alors, le prochain pont, il y a l'écluse en dessous, l'écluse derrière et il est encore plus bas. Du coup, on ne va pas y aller parce que j'ai des quotas de perte à tenir quand même. D'accord. Ok. L'eau, mais là-bas. Oui, tu as touché? Moi, j'ai touché. Les maisons C'est pas chaud. traditionnelles alsaciennes, c'est ces maisons qu'on appelle à colombage. Et ce qu'on appelle colombage, ce sont ces poutres apparentes sur la façade des maisons. Du coup, l'enduit entre les poutres s'appelle du torchis et il est fait à base de paille et de chaux. Du coup, ça en faisait, le torchis c'est un très bon isolant thermique et ça en faisait des maisons du coup pas chères et qui isolaient bien du froid ou de la chaleur. Et c'était du coup moins cher que leur homologue en pierre. C'est aussi le principal défaut de ces maisons, ce sont les matériaux, mais je continue juste après le pont et vous demander de rebaisser la tête. D'accord. Wow. Et je vais vous demander de faire attention à la fin du pont, il y a un petit câble électrique qui traîne, du coup c'est toujours plus sympa de ne pas se le prendre. Ah oui. Comme je vous disais, le plus gros désavantage de ces maisons à colombage, c'est que déjà on peut voir que les maisons sont collées les unes aux autres. Et quand on a des matériaux aussi inflammables, ça commence à être quelque chose de très dangereux. À l'époque, c'était vraiment un cauchemar parce qu'on n'avait pas vraiment de moyens de pompiers. Et aujourd'hui, c'est aussi un cauchemar parce que les maisons, avec le temps, se sont un peu affaissées les unes aux autres. Vous pouvez voir certains quartiers, les maisons ne sont plus droites. Et elles reposent souvent sur la maison d'à côté. Du coup, lors d'incendie, en plus des risques, en plus de l'incendie, on a des risques d'effondrement de maisons. Oui, c'est dangereux de vivre dedans. C'est aussi ça qui peut expliquer qu'on n'ait pas de très vieilles maisons à Colmar. La plus vieille, c'est la maison Adolphe, du coup, c'est le 14e siècle. Mais je vous ai parlé de l'Antiquité un peu plus avant. Et du coup, c'est lors de siège, c'était très facile de mettre feu au quartier alsacien. Et même accidentel, les feux étaient vraiment très ravageurs, comme ce quartier qui, je crois que c'était pendant le 18e siècle, a entièrement pris feu. On est sur une quarantaine de maisons qui sont parties en fumée à cause d'un incendie involontaire. Et à une époque où on faisait la cuisine au feu, c'était quelque chose de, on va dire, encore plus risqué qu'aujourd'hui. Et le deuxième bon point de ces maisons à colombage, c'est qu'elles résistent assez bien aux tremblements de terre. Parce que Colmar, c'est une région assez sismique. C'est encore un bon point. Je pense que vous avez très certainement remarqué que les vieux quartiers alsaciens sont très colorés. Ouais. Du coup, on a aujourd'hui une législation qui vise à préserver ces couleurs et ces cartes postales. Ou si on veut refaire la couleur de sa façade, on doit avoir l'aval de la mairie et on ne peut pas faire la même couleur que ses deux voisins.
direct. Pour garder cet effet très coloré. Du coup, si vous voyez une maison de couleur bleu électrique ou orange fluo, vous saurez que c'est soit le maire, soit un ami du maire qui vit là. Parce que c'est des couleurs qui sont interdites pour nous. Et alors, juste avant de continuer sur mes couleurs, je voulais juste vous montrer vraiment droit devant le bateau. Si vous regardez, vous verrez une maison de couleur jaune. Oui. Et sur cette maison, voilà, exactement là, vous verrez une petite tour. Alors la plus petite, c'est l'ancien vide ordure de cette maison. Et la plus grande, la plus longue, c'est les anciennes latrines, les anciennes toilettes. D'accord. On peut voir que tout allait dans la rivière. À cette époque, la rivière servait d'égout. Je ne cache pas qu'il y avait une... Enfin, ça sentait un peu, quoi. On avait plus de courant, mais voilà, par exemple, on avait les bouchers qui vidaient les abats et les tripes. On avait pardon, comment on appelle ça? Des tanneurs qui lavaient les pots directement dans la rivière. C'était vraiment compliqué, on va dire. C'est aussi pour ça qu'on a les lavoirs en général sont à la sortie sont à l'entrée du village, enfin à l'entrée de la rivière. Effectivement, gâcher une journée de travail sur un mauvais timing, c'est quand même difficile. Alors, je reviens sur la couleur de mes maisons. Du coup, on a le côté folklorique, c'est deux théories, et ensuite je vous parle de la réalité. Du coup, la première théorie voudrait qu'on peignait sa maison à l'époque en fonction du métier qu'on faisait. Par exemple, un boucher aurait une maison rouge, boulanger jaune, pêcheur bleu. Et ça aussi rendait plus facile le fait de se repérer dans une ville ou dans un village qu'on ne connaissait pas. On reconnaissait la couleur des maisons. La deuxième théorie voudrait que ce soit plutôt en fonction de la religion qu'on avait. Je continue les explications juste après le prochain bateau. Parce que l'Alsace produit beaucoup de liquides très intéressants. Colmar, en fait, c'était une ville biconfessionnelle à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait des catholiques et des protestants. Et du coup, ces deux communautés qui s'adoraient, elles avaient chacun leur propre code couleur pour être bien distinctes des autres. Alors, les catholiques, en général, avaient des maisons plutôt de couleur bleue qui rappelleraient la Vierge Marie, et les protestants plutôt rouges qui rappelleraient le sang du Christ. Alors, on avait aussi une communauté juive à Colmar, mais qui ne rentrait pas forcément dans cette guerre de couleurs. Et la réalité, en fait, c'est que les deux théories sont fausses. En fait, la plupart des maisons étaient de couleur blanche. Il n'y avait que certains quartiers ou certaines maisons qui étaient colorées. Et en fait, les pigments de couleur, c'était quelque chose de très cher. Du coup, c'était l'apanage seulement des plus riches. Et la plupart des couleurs qu'on peut voir aujourd'hui dans les villages alsaciens et dans les villes alsaciennes datent des années 1970. C'est une époque où on s'est demandé est-ce qu'il valait mieux détruire l'ancien pour construire neuf ou on rénove l'ancien et on lui donne un côté plus féerique. Du coup, les maires de l'époque ont quand même eu le nez creux. Et alors, sur le côté gauche, on peut voir des volets avec des petits cœurs gravés dedans. Du coup, encore une fois, on a deux théories sur ces volets. Du coup, la première voudrait que c'était une jeune fille qui cherchait un mari. Traditionnellement, le père de famille aurait gravé des cœurs dans les volets. Et qu'une fois qu'elle était mariée, on transformait ces cœurs en losanges, qui était du coup un symbole de fertilité. Alors ces cœurs, en fait, un symbole de fertilité qui permettait aussi de ne pas jeter ces volets. Parce que, effectivement, là vous avez vu qu'il y a une vingtaine de volets. S'il fallait les jeter à chaque fois qu'une fille se marie, c'est compliqué. Et la deuxième version voudrait que ce soit plutôt la maison des pêcheurs, avec deux hameçons qui se regardent. Du coup, je vous laisse choisir votre théorie préférée. En général, les gens choisissent la jeune fille. Et qu'importe la théorie que vous choisissez, parce que de toute façon, les deux sont fausses. C'est en fait, comme la couleur des maisons, c'est du folklore qui arrive pendant le 19e siècle avec les courants romantiques. Ils commencent à trouver des explications pour ci, pour ça, sans fondement historique. Du coup, voilà. Ah oui, et du coup, je voulais finir ma petite balade sur un point un peu léger. Je voulais vous parler du bourreau de Colmar, pour apporter un peu de légèreté. Du coup, le métier de bourreau, c'était un métier qui se transmettait de manière héréditaire, c'est-à-dire de père en fils. Et c'était du fait que le métier de bourreau était une profession maudite. Du coup, par naissance, on était maudits aussi. Si les fils reprenaient le même métier que leur père, les filles, elles, dans le bateau et je continue,
les filles, elles, changeaient de ville ou de village pour aller se marier avec d'autres fils de bourreaux dans d'autres endroits. C'était comme la noblesse, un peu moins sympa parce qu'au lieu de partager des titres et de la richesse, on partageait une malédiction. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de ce pain retourné sur la table qui porte malheur. Ça pourrait être le pain du bourreau à la boulangerie qui était retourné pour que personne ne lui prenne encore une fois. Parce que chaque ville et village se devait de garder une part de pain gratuite pour le bourreau. Je vais juste vous demander de ne pas mettre les doigts sur le côté gauche le temps qu'on amarre et d'attendre que j'ai bien fixé le bateau avant de vous lever. Et j'espère que vous avez apprécié ce tour. Et le ton fiable de ma voix, sinon le trajet a dû être très très long. Vous n'avez pas aimé le ton de ma voix? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur。跟大家分享我们刚刚搭船的地方就在这个地方，整趟这样总共流程大概30分钟，那一个人的那个船票是7欧，那我觉得其实还蛮划算的，所以如果大家有来 Colmar 的时候，可以不妨就是搭这个小船游一下这个 Colmar 的这条河，我觉得很棒。S'en aller tous les deux